Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes. Je suis Alexia Demary et tous les matins, de 10h à 11h, je présente les Cannes techniques organisées par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, le EcoProd décernera pour la deuxième fois son prix EcoProd et est venue aujourd'hui pour en parler avec nous Alissa Aubank, qui est directrice des opérations de l'association. Bonjour Alissa. Bonjour Alexia. Alors Alissa, vous décernerez tout à l'heure le prix EcoProd pour la deuxième année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet et pourquoi cette initiative est née ? Oui, alors du coup, je peux peut-être juste dire deux mots pour rappeler qu'est-ce qu'on fait chez EcoProd. Donc EcoProd, on est une association, on œuvre depuis 2009 à la transition environnementale du secteur audiovisuel et cinéma. Et donc, on essaie de mettre en avant les bonnes pratiques du secteur en fédérant les diffuseurs, les producteurs, les prestataires autour de cette question, en développant des outils aussi, on pourra en parler plus tard, en faisant des formations. Et puis, l'année dernière, on a donc décidé de créer le prix EcoProd au Festival de Cannes. Parce qu'on sentait qu'au Festival de Cannes, on commençait à prendre un petit peu la mesure de cette transition écologique, que le sujet commençait à être traité aussi dans les différentes conférences par le festival lui-même. Et donc, on a voulu prouver d'une part que, en fait, il était tout à fait possible de faire une éco-production et d'être sélectionné dans le plus grand festival du monde. Donc c'est pour ça qu'on a voulu avoir ce prix qui est décerné donc à un des films qui est présenté à Cannes, toutes sélections confondues, et qui a mis en place une démarche d'éco-production ambitieuse. Et donc l'année dernière, c'était la première édition du prix. Donc on a remis le prix, enfin le jury a remis le prix à un film qui s'appelle La Cour des miracles, qui a été produit par Haut et Court, et le prix du jury qui a été remis à un film tunisien qui s'appelle Sous les figues. Et donc cette année, on est à la deuxième édition. Donc on a fait un appel à films et on a présélectionné 11 films que vous voyez à l'écran. Donc tous ces films nous ont fait parvenir un dossier où ils nous expliquaient en fait la démarche qu'ils ont entrepris pour réduire l'impact environnemental de la production. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des films très différents en fait. On a du documentaire et de la fiction, on a des tout petits budgets et des plus gros budgets, on a des films historiques, des films d'anticipation, des films français, des films internationaux. Et sur quels critères ces films sont sélectionnés ? Est-ce qu'il y a des critères qui sont indispensables pour être sélectionnés au prix EcoProd ? Comment ça fonctionne ? Alors, on leur demande de nous expliquer vraiment la démarche globale. Nous, ce qui nous importe et ce que le jury regarde plus précisément, c'est d'une part la manière dont l'éco-production a été introduite sur le plateau, comment l'équipe a été mobilisée sur le sujet, s'il y a eu des prix des éco-bonus par exemple qui ont été attribués pour soutenir la démarche. Et ensuite on demande vraiment très concrètement qu'est-ce qui a été fait pour réduire l'empreinte carbone, qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'énergie, au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau des transports, donc pour réduire à chaque étape et dans tous les départements l'impact environnemental. Oui, donc c'est vraiment sur toute l'échelle de production que des efforts ont dû être déployés pour pouvoir être sélectionnés. Oui, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant dans les films là, qu'on a sélectionnés, c'est que souvent on se rendait compte que la démarche était portée vraiment par la société de production et par les directeurs et les directrices de production. Donc c'est vraiment eux finalement qui ont ce pouvoir d'impulser la démarche. Mais on a aussi dans certains de ces films une vraie volonté aussi des réalisateurs ou des réalisatrices de mobiliser leur équipe pour réduire l'impact du tournage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met beaucoup en avant, le fait pour faire une vraie éco-production, il faut que toute l'équipe soit mobilisée et qu'aussi les chefs de poste, et notamment les personnes qui sont en production et à la réalisation, soient mobilisées aussi sur ce sujet-là pour pouvoir être dans une démarche ambitieuse. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu des bonnes pratiques qui ont été mises en place ? Quelles sont les bonnes pratiques que vous remarquez qui reviennent de plus en plus, qui sont les plus adoptées par les équipes techniques ?
Alors, il y a plusieurs sujets qui sont importants dans une éco-production. Par exemple, si on prend un sujet qui est finalement le plus visible, c'est éviter de créer trop de déchets. Donc au début de l'éco-production, un sujet qui revenait très souvent, c'était on va mettre des gourdes sur le tournage et ce sera écologique. Aujourd'hui, on est quand même dans des démarches beaucoup plus ambitieuses où il y a vraiment un travail qui est fait en amont, déjà en prépa, pour déjà éviter d'acheter du neuf. Donc par exemple sur les décors ou sur les costumes, essayer vraiment d'aller vers de la location. Donc réutiliser des choses qui ont déjà servi ou au moins acheter des éléments de seconde main. Et ensuite aussi un travail pour éviter que les choses soient jetées à la fin, puisque c'est quand même une pratique qui s'est un peu généralisée dans notre secteur. Et donc pour ça, il y a pas mal de prestataires aussi qui se créent en France ou à l'étranger, des ressourceries par exemple qui reprennent des éléments de décor. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est en train de se développer et c'est intéressant aussi parce qu'on voit que ça mobilise aussi tout le territoire avec des nouveaux services qui se mettent en place. Après, d'autres bonnes pratiques, par exemple sur l'énergie. On a aussi cette problématique sur les tournages de devoir souvent faire appel à des groupes électrogènes parce qu'on tourne dans des endroits où il n'y a pas forcément l'électricité nécessaire. Donc évidemment, un groupe électrogène, ça fonctionne au diesel, c'est très polluant. En plus, ça fait du bruit, ça sent mauvais. Personne n'aime les groupes électrogènes. Donc là aussi, il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en place pour éviter au maximum les groupes électrogènes. Donc déjà en réduisant les besoins en énergie, c'est un peu la première étape. Donc en utilisant des LED par exemple pour l'éclairage ou même en éclairant de manière à la lumière naturelle. On a même un film qui a été éclairé à la bougie. Voilà, donc tout est possible. Et ensuite, par exemple, sur le film, un des films qui est sélectionné, qui est un film italien, La Chimera d'Alice Rohrwacher, qui a été tourné en fait dans la campagne italienne, donc il n'y avait pas forcément toujours accès au réseau électrique. Et donc la production voulait vraiment éviter au maximum d'utiliser des groupes électrogènes. Donc en fait, ils ont fait poser carrément des accès au réseau à des endroits où il n'y en avait pas pour pouvoir se brancher au réseau plutôt que d'apporter un groupe. Et ça a permis de réduire l'empreinte carbone liée à l'énergie de moitié, ce qui est quand même considérable. Et en plus, et ça c'est une question qui revient souvent aussi, ça leur a permis d'économiser 28 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. Et souvent, on a un peu cette impression que l'éco-production va coûter plus cher, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui coûtent beaucoup moins cher et qui permettent de réduire aussi le budget et l'impact carbone. Et les transports aussi, souvent, ça fait perdre des journées de tournage. Ça fait, d'un point de vue économique aussi, parfois ça peut engendrer des coûts. Est-ce que vous avez remarqué que, parmi les films sélectionnés, il y a eu un effort qui a été fait sur les transports aussi ? Oui, les transports, c'est souvent un des points les plus impactants d'un tournage. Donc on a quelques tournages qui ont été tournés dans des lieux, quelques-uns des films qui ont été tournés dans des lieux uniques. Par exemple, le film de Cédric Kahn, qui est tourné entièrement dans un seul décor, en région parisienne. Donc évidemment, ce genre de film, intrinsèquement, a moins de besoin les gens ont moins besoin de se déplacer. Mais on a aussi d'autres films qui ont vraiment mis un point d'honneur à éviter les transports déjà en avion, qui comme sont les transports les plus carbonés, donc en favorisant le train. Et puis aussi en évitant de faire des allers-retours inutiles. Par exemple, on a parfois cette problématique sur les tournages avec les comédiens ou les comédiennes qui en fait souvent, ça peut arriver qu'ils sont mobilisés sur plusieurs tournages en même temps ou jouent au théâtre et tournent en même temps. Et donc ont un besoin de se déplacer aussi assez important. Donc là aussi, il y a des réflexions en fait en cours sur comment on évite ce genre de choses, comment on fait pour qu'on puisse éviter déjà les déplacements, et après quand on doit se déplacer, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer de manière plus responsable, donc avec des voitures électriques ou en train, ou même il y a des tournages qui mettent en place maintenant des services de location de vélos pour les petits trajets. Et puis Et en termes de production,
de préparation du tournage. Est-ce que quand on a un tournage qui est plus vertueux d'un point de vue écologique, il y a plus de temps qui est consacré à la préparation pour pouvoir tourner de manière plus efficace, moins de prise, utiliser moins d'énergie? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on remarque dans les pratiques? Alors, en tout cas, c'est quelque chose qu'on trouve assez essentiel, en fait, de passer plus de temps en prépa. On est plutôt dans un mouvement inverse, je dirais, de manière générale, où les temps de prépa se raccourcissent. Alors qu'en fait, on sait tous qu'une bonne prépa permet derrière d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace sur le tournage. Donc, c'est vrai que l'éco-production, c'est vraiment une autre manière de produire, finalement, c'est de se poser des questions en amont par exemple, prenons l'exemple des décors, est-ce qu'on a besoin de construire des décors, comment est-ce qu'on va les construire pour que derrière on va pouvoir les déconstruire et réutiliser certains éléments, et donc tout ça, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Parfois ça coûte un peu plus cher, en effet. Parfois ça permet aussi de faire des économies après derrière pendant le tournage, parce qu'en fait on a pu anticiper. C'est assez évident ce que je dis, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a plus forcément, je vais dire on n'a plus l'habitude de faire, mais voilà, qu'on fait peut-être plus dans une démarche d'éco-production, de passer plus de temps en prépa. Oui, du coup, si on a moins de plans, si on est mieux préparé, il y a aussi moins de temps en post-production, et ça permet de rééquilibrer les coûts peut-être plus importants en pré-production. Et au niveau donc, vous disiez tout à l'heure que c'était surtout les productions qui étaient à l'origine de ces évolutions-là. Comment elles appréhendent ces tournages-là? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quels sont les défis pour les boîtes de production les plus importants à relever quand elles essayent de faire des choses éco-produites? Je pense qu'un élément essentiel pour une éco-production réussie, c'est de réussir à impliquer toute son équipe. Et quand je dis toute son équipe, c'est vraiment les réalisateurs, réalisatrices, les chefs de poste, mais aussi tous les techniciens en fait, qui sont là, qui travaillent sur le tournage, les comédiens évidemment, les comédiennes, et puis les figurants aussi. Donc je pense que ça c'est finalement le plus grand challenge, de réussir à mobiliser toute une équipe sur un temps qui peut être assez long. Sur un tournage, c'est stressant, on n'a pas beaucoup de temps, hein, on a la pression aussi de faire. On est là pour faire des beaux films, surtout quand on veut arriver jusqu'à Cannes. Donc faire tout ça en ayant en tête, en ayant une conscience écologique et en essayant de réduire au maximum l'impact, je pense que c'est le plus grand challenge. Et après, il y a aussi des choses très concrètes en fait typiquement sur la mobilité, on parlait des transports. Trouver des voitures électriques, c'est pas forcément évident. Trouver des bornes, quand on tourne au milieu de nulle part, il n'y a pas forcément de bornes électriques. Il y a encore très peu de poids lourds ou de camions qui sont pas alimentés par du diesel. Donc parfois on se heurte aussi, et ça peut être assez frustrant, à des limites en fait de disponibilité ou d'innovation technologique. Mais on voit que ça avance de plus en plus vite, et plus on a de professionnels qui se mobilisent sur ces sujets-là, plus aussi il y a des solutions qui se développent et qui se généralisent. Et on constate quand même une prise de conscience généralisée dans le secteur, ou est-ce qu'on peut avoir la température un petit peu de ce qui se passe en ce moment? Dans quelle mesure, entre l'année dernière et cette année, par exemple, est-ce qu'il y a eu encore une évolution que vous avez remarquée? Si on parle juste du Festival de Cannes, il y a beaucoup de conférences autour du sujet de l'écologie cette année. Donc je pense que ça montre que le sujet prend de l'importance. Et après, de manière générale, nous on le voit chez EcoProd, on a énormément de sociétés qui nous rejoignent. En fait, on est près de 300 maintenant au sein d'EcoProd à œuvrer à cette transition écologique. Donc dans nos adhérents, il y a à la fois les diffuseurs, des plateformes, mais aussi beaucoup de sociétés de production. Des sociétés de production qui font de la publicité, du cinéma, de la télé, et qui se mobilisent sur ce sujet-là. On a aussi des écoles de cinéma qui commencent à s'intéresser, qui
commencent pas, mais qui s'intéressent de plus en plus à ce sujet, des prestataires, des institutions aussi, pas mal de régions qui commencent à se mobiliser, à proposer des outils sur le territoire aussi, à essayer de fédérer aussi les différents acteurs autour de cette question-là. Et puis un autre élément où on voit que la prise de conscience généralise et que les gens ont envie de passer à l'action, c'est les formations. On propose plusieurs formations avec EcoProd et notamment en partenariat avec la CST. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte cette dernière année d'une volonté croissante de se former. On a vraiment... on a lancé des formations en 2018. À l'époque, on faisait 4 sessions par an. Maintenant, on est quasiment à 4 sessions par semaine, tellement la demande a évolué. Et on va peut-être parler, avant de revenir sur les formations un peu plus en détail. Cette année, le Carbon Clap a été homologué par le CNC. Un atelier sera d'ailleurs animé cet après-midi sur le stand de la CST. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur ce calculateur carbone, à quoi il sert, comment l'adopter ? Oui, alors le Carbon Clap, c'est un outil qu'on a développé déjà en 2010. Donc, c'était un des premiers calculateurs carbone pour le secteur audiovisuel. Donc, juste rapidement, un calculateur carbone, en fait, c'est un logiciel où on rentre des données, pour nous, en tout cas dans notre secteur, on rentre des données d'activité. Donc, ça peut être les kilomètres qu'on a parcourus, par exemple, pour le tournage, ou l'électricité consommée, ou le temps passé en post-production. Et donc, à partir de toutes ces données d'activité, le Carbon Clap, en fait, on a construit une méthodologie basée sur notamment le travail de l'ADEME, qui est l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de la transition écologique en France. Et donc, avec cette méthodologie de calcul, en fait, on est en capacité de traduire les données d'activité en carbone. C'est-à-dire qu'on peut dire la production d'un film a émis tant de carbone. Donc cet outil, on l'a créé, on l'a sorti en 2012. C'est un outil qui était déjà très utilisé et l'année dernière, on a lancé une grande refonte de l'outil, notamment en vue des obligations du CNC, puisque depuis le 31 mars, les productions doivent déposer un bilan carbone quand elles font des demandes d'aide à la production au CNC. Et donc on a élaboré cette nouvelle version de l'outil avec des professionnels du terrain et on a aussi testé sur un certain nombre de productions l'année dernière pour être sûr que l'outil soit en adéquation avec la réalité du terrain. Parce que comme je disais, donc le Carbon Clap, on va demander de rentrer des données d'activité, donc toutes ces données, il faut les récolter. Donc fallait déjà qu'on choisisse quelles données récolter, quelles sont les bonnes données pour faire le bilan carbone et surtout quelles sont les données auxquelles on a accès aussi, parce que faire la somme totale des kilomètres parcourus sur un tournage, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc il y a aussi toute cette montée en compétence du secteur pour prendre en main ces outils-là. C'est aussi, donc le Carbon Clap, c'est un outil qu'on a voulu adapter à tout type de format en prise de vue réelle pour l'instant. Donc à la fois qu'on puisse l'utiliser pour faire le bilan carbone d'une publicité, d'un film long métrage ou d'une émission de plateau ou de télé-réalité. On est en train aussi de travailler à un calculateur plus spécifiquement pour le secteur de l'animation avec Anime France, parce que voilà, c'est plutôt des enjeux du numérique, donc c'est pas exactement la même manière de calculer le bilan carbone. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, il a été pensé pour les coproductions internationales, puisqu'on est de plus en plus, notamment, on le voit à Cannes, de plus en plus dans des logiques de coproduction. Et donc, on a intégré les mix énergétiques du monde entier dans l'outil et on lance la version anglaise aussi d'ici une dizaine de jours. Juste sur les mix énergétiques, en France, chaque pays crée son énergie de manière différente. En France, on est beaucoup sur de l'énergie nucléaire et donc décarbonée. Donc, se brancher à une prise ici ou de l'autre côté de la frontière en Allemagne, ça n'a pas du tout le même impact carbone. Donc, c'est pour ça que dans l'outil, on précise justement tous ces mix énergétiques. Et est-ce qu'il a été utilisé par les films qui ont été sélectionnés pour le prix ?
Alors, dans les films qui ont été sélectionnés pour le prix, je crois qu'il y a uniquement 2 des 11 films qui ont fait un bilan carbone. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément dans les pratiques de tout le monde. Mais comme je disais, avec les obligations du CNC, c'est quelque chose qui va... Je pense que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de bilan carbone. L'idée d'un bilan carbone, c'est une sorte d'état des lieux, en fait. Ça indique le carbone qui a été émis, mais évidemment, c'est plus c'est un outil pour se mettre en action. C'est pour... et puis, du coup, je vais peut-être passer à l'autre slide, celle-ci. Donc là, c'est le bilan en fait qui ressort une fois qu'on a rentré toutes les données. Et donc, ça nous donne à la fois le bilan total du projet, sauf que ici, je vois pas du coup ce qu'on a mis. On est sur 32 tonnes de carbone. 32 tonnes de carbone, ça parle à personne. On ne sait pas du tout. Enfin, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Et du coup, ce qu'on a ajouté dans le Carbon Club, c'est des graphiques en fait pour expliquer qu'est-ce qui avait un impact et à quel moment aussi. Et donc ça permet aux productions aussi de savoir sur quels aspects ils vont devoir travailler pour être efficaces aussi en termes d'éco-production, parce qu'il y a des choses où on a l'impression d'avoir un grand impact en mettant en place certaines choses. Et en fait, on se rend compte quand on fait le bilan carbone que ce n'était pas forcément la priorité pour réduire drastiquement l'empreinte carbone. Par exemple, une des actions qu'on peut mettre en place qui est simple, qui ne coûte pas plus cher, qui coûte plutôt moins cher et qui permet de réduire drastiquement, c'est sur la restauration. C'est de limiter les plats carnés et d'aller plutôt sur des plats végétariens. D'après l'ADEME, un plat végétarien, c'est 14 fois moins impactant qu'un plat avec de la viande rouge. Donc on voit qu'en fait, quand on est avec une équipe de 60 personnes pendant 6 semaines, réduire la viande, ça réduit drastiquement l'empreinte carbone. Donc voilà, donc c'est ça que le Carbon Club permet, c'est non seulement de quantifier son impact carbone, mais surtout aussi de mieux le comprendre. Oui, du coup, les efforts ne sont pas les mêmes à fournir. Je vois, par exemple, l'équipe HMC qui n'a pas du tout le même impact que la régie. Et d'ailleurs, la régie, c'est un petit peu les premiers à s'être investis dans cette éco-production. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce cas particulier, de ces corps de métier ? Oui, je pense que la régie, c'est peut-être un des corps de métier qui a été le plus sensibilisé le plus tôt, parce que c'est un des départements où on voit le plus, on va dire, le manque d'éco-production, notamment parce que, par exemple, un des exemples les plus parlants, c'est la table régie. Donc la table régie, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la table qu'on a sur les tournages avec des petits snacks pour manger entre les prises, et du café, du coca. Voilà, c'est un peu un buffet open bar. Et ça, c'est vraiment une image... sur une table régie, en fait, c'est ça on a beaucoup de déchets qui sont générés. On a des produits qui ne sont pas forcément durables. Donc je pense que c'est un peu par là que beaucoup ont commencé à prendre conscience de l'impact qu'on avait et à mettre en place des choses en en évitant d'avoir des bouteilles en plastique, en prenant des produits en vrac, en optant pour des produits labellisés, bio, etc. Donc c'est pour ça, je pense que sur la régie, c'est là où on voit le plus l'impact. Et donc c'est là aussi où c'est finalement aussi le plus simple de mettre en place des choses où on voit aussi que ça a un effet. On va revenir peut-être un petit peu à vos formations. Vous proposez plusieurs formations, notamment aujourd'hui, il est possible de devenir référent, éco-référent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce nouveau métier, comment il se développe et qu'est-ce que vous proposez chez EcoProd pour former ces éco-référents ? Alors, l'éco-référent, pour l'instant, c'est pas encore un métier officiel, il n'est pas dans la convention collective. Mais c'est une compétence qui est en train de se développer assez rapidement, et on a de plus en plus de sociétés de production qui nous contactent pour avoir des éco-référents sur leur tournage. Donc on a fait partie d'un groupement qui a été
menée par la CPNEF de l'audiovisuel, qui est l'organe notamment qui gère les formations continues pour notre secteur, pour créer une certification sur les métiers, sur l'éco-production. Donc la certification, elle s'appelle déployer une démarche éco-responsable dans sa pratique professionnelle. Et donc l'idée, en fait, c'est que c'est une formation qui dure entre 2 et 3 semaines selon il y a différents organismes qui ont été habilités pour délivrer la formation, dont certains dont on est partenaire. Et donc l'idée, c'est pendant ce temps, dans ces 2 ou 3 semaines, c'est de passer en revue tous les aspects de l'éco-production, donc département par département, étape par étape, et de mobiliser les gens sur ces sujets-là pour leur fournir les bonnes pratiques, les outils, et aussi leur apprendre. Un des aspects qu'on met beaucoup en avant dans ces formations, c'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc comment est-ce qu'on implique une équipe dans ces efforts d'éco-production, et comment est-ce qu'on fait en sorte aussi que l'éco-production ne soit pas une charge de travail supplémentaire, quelque chose qui paraît contraignant et qui est connoté négativement, et plutôt quelque chose qui donne envie en fait à l'équipe d'agir ensemble. Et voilà, donc c'est ça qu'on met en avant dans ces formations. Et donc vous avez toutes les informations sur le site. On a déjà une 40aine, je crois, de personnes là, qui ont été formées depuis... on a lancé la première formation à la rentrée dernière. Donc on propose des formations à Paris, à Lyon et bientôt aussi dans d'autres régions de France. Et après, il y a d'autres formations qui sont proposées pour un peu montrer les pratiques vertueuses pour certains techniciens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et des partenariats que vous avez avec des écoles aussi ? Oui, donc on a d'autres formations qu'on fait avec la CST, justement, qui sont des formations plus courtes, qui là durent c'est un cycle en fait qui dure 5 jours avec 3 modules. Un module pour bien comprendre les impacts du secteur, comprendre les enjeux environnementaux, la réglementation. Un module sur la prise en main du carbone cap et le bilan carbone. Et un dernier module sur la production diesel responsable, où justement on passe en revue les bonnes pratiques. Donc ça, on organise plusieurs sessions par mois, donc il y a toutes les informations aussi sur le site. Et c'est vrai qu'on intervient aussi beaucoup. Donc là, les formations dont je parlais s'adressent vraiment à des personnes qui travaillent déjà dans le secteur et qui ont envie de monter en compétence sur les sujets d'écologie, d'éco-production. Mais on intervient aussi beaucoup et depuis longtemps dans des écoles de cinéma, dans des BTS, dans des universités, pour former la future génération, les futurs professionnels aux enjeux d'éco-production. Et on a été aussi choisi par le CNC l'année dernière pour déployer des formations qui sont financées par le CNC dans les écoles de cinéma. Donc c'est une formation qui dure, c'est une sensibilisation, on va dire, qui dure une demi-journée qu'on déploie dans les écoles de cinéma. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser ces étudiants à qu'est-ce qui a un impact sur un tournage, et quelles sont les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on utilise les outils. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus et on vient d'apprendre, là, il y a 2 jours, qu'on a été lauréat du grand plan de relance qui s'appelle donc France 2030, dans le cadre de France 2030, du ministère de la Culture, donc pour déployer justement encore plus de formations. Donc on a un grand projet assez ambitieux là qui va se développer dans les mois qui viennent, et l'idée c'est vraiment d'aller infuser tout type de formation, que ce soit des formations professionnelles ou des formations initiales, en rajoutant en fait ce qu'on appelle des briques d'éco-production. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on a envie non seulement que les gens viennent à nous, dans le sens viennent s'inscrire à des formations sur l'éco-production parce que ça les intéresse, mais plutôt d'aller vers les gens et d'aller intégrer des briques sur l'éco-production dans des formations dont c'est pas forcément le sujet, pour aller toucher vraiment un maximum de personnes. Et justement, est-ce que l'objectif aussi, c'est peut-être de montrer que l'éco-production ne va pas forcément brider la créativité ? Est-ce que ça, c'est quelque chose, des questions qui se posent de la part des professionnels, une crainte ? Je pense que cette slide montre que l'éco-production ne bride pas la créativité, puisque je n'ai pas encore vu tous ces films,
mais s'ils sont à Cannes, j'imagine que c'est des très bons films. Et je pense que nos métiers, faire du cinéma, c'est aussi travailler avec la contrainte. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Donc ça peut aussi, dans certains cas, ajouter de la créativité, en fait, le fait de se poser la question de réduire l'impact. Et puis surtout, en fait, on est dans une crise climatique, il y a une urgence, et je trouve que cette question... évidemment, on est là pour faire des beaux films, et sinon il n'y a pas d'intérêt de faire un film si c'est pour faire un mauvais film, évidemment, ça va de soi. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que les coproductions brident la créativité ou fassent des moins bons films ou fassent exploser les budgets. En fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une autre manière de produire et c'est absolument nécessaire. J'espère que l'année prochaine, on aura tous les films présentés à Cannes qui pourront postuler au prix EcoProd. C'est vraiment l'objectif, de montrer que de plus en plus de productions s'engagent et sont actives. Je sais que vous avez beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup d'annonces qui vont être réalisées dans les prochaines semaines. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu aujourd'hui ? Alors avec EcoProd, en effet, on a pas mal de projets là qu'on a développés sur toute cette dernière année qui vont se concrétiser. On a notamment un guide de l'animation responsable qui va sortir au Festival d'Annecy, parce qu'on s'est rendu compte que les coproductions s'adressaient surtout aux films en prise de vue réelle et surtout à la fiction. Et du coup, on ressentait le besoin de fournir au secteur de l'animation aussi un outil pratique pour mieux comprendre les impacts justement de l'animation et recenser les bonnes pratiques pour réduire l'impact. Comme sur l'animation, on est sur des impacts du numérique, c'est des impacts qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est plus compliqué à saisir que ce qu'on disait tout à l'heure sur la régie, par exemple. Donc ça, c'est donc un guide qui sort au Festival d'Annecy. On a également travaillé avec notamment l'Audience et l'IFCAM, qui est une école de documentaire animalier, sur un guide des tournages en milieu naturel. Parce que là aussi, on parle énormément de carbone, on parle beaucoup de bilan carbone. Et c'est évidemment une urgence absolue de réduire l'empreinte carbone des films. Mais on a aussi un impact assez fort sur la biodiversité, et notamment quand on tourne dans des milieux naturels, donc quand on tourne dans des forêts ou au bord de la mer ou sur la mer. Et c'est des impacts dont on n'a pas forcément conscience, parce qu'on est assez peu sensibilisé finalement à l'impact qu'on a sur la biodiversité. Et donc dans ce guide, on fait un peu un état des lieux de tous les impacts qu'on peut avoir, la pollution sonore, la pollution olfactive qu'on peut avoir, l'impact que ça peut avoir de piétiner un endroit en fait. On a aussi eu ces dernières années quelques scandales sur des tournages où en fait il y a eu des perturbations de milieux naturels ou la mort d'animaux. Par exemple, il y a eu un exemple d'un tournage qui s'est fait dans une grotte où il y avait des chauves-souris qui étaient en train d'hiberner. Et en fait, évidemment, le fait d'arriver avec une équipe de tournage, avec une machinerie, faire du bruit, ça a totalement perturbé ces chauves-souris. Donc il y a eu un certain nombre des décès de chauves-souris. Et c'est quand même c'est pas possible en fait de détruire le monde dans lequel on vit juste parce qu'on a envie de faire un film, alors qu'il y a aussi plein de bonnes pratiques pour éviter ce genre de choses. Donc ça, c'est le guide des tournages en milieu naturel qui sort début juillet. Et peut-être une dernière chose qu'on va aussi bientôt sortir, qui est, on a présenté en fin d'année dernière le label EcoProd. Donc le label EcoProd, c'est un référentiel qui liste des critères d'écoproduction et qui permet de calculer un score d'écoproduction. Donc ça vient compléter en fait le bilan carbone pour prendre en compte justement les autres impacts qu'on ne peut pas quantifié en carbone, donc par exemple sur la biodiversité. Et là, on est en train de travailler avec AFNOR Certification, qui est un des leaders de la certification en France,
pour permettre de certifier les démarches d'éco-production, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui se mettent en action, qui font de l'éco-production, mais finalement on reste beaucoup sur du déclaratif. Donc ce qu'on va permettre avec le label EcoProd, c'est de prouver que la démarche a vraiment été entreprise et a eu vraiment un impact positif. Donc on va pouvoir labelliser, on a déjà une 60aine de productions qui sont en train d'utiliser le label EcoProd, et tout type de production, vraiment de la publicité, des émissions de télé, des journaux télévisés, des documentaires et puis de la fiction évidemment aussi. Et donc cet été, on va pouvoir labelliser les premières productions. Et en parallèle du lancement du label, on a voulu lancer aussi une grande étude qu'on fait avec l'ADEME et l'IRCAV, qui est un labo de recherche sur le cinéma rattaché à la Sorbonne Nouvelle. Et donc on travaille avec des chercheurs pour mieux comprendre l'impact d'une éco-production. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation d'équipe, en termes de logistique? La fameuse question du coût de l'éco-production. Est-ce que vraiment ça coûte plus cher ou est-ce que ça permet de faire des économies? Et donc on fait tout ce travail en allant voir les productions en fait, qui utilisent le label EcoProd pour comprendre ce que ça implique réellement et pouvoir donner plus de clés de compréhension au secteur. Donc on pourra présenter là, les résultats de cette étude à la fin de l'année, en décembre a priori, à la 2e édition des Assises de l'éco-production. Vous pouvez déjà noter, je n'ai pas encore la date, mais ce sera en décembre. Très bien, merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle et peut-être des questions en ligne également. Il y a un micro qui va circuler. Alors, il y a une question dans le public. Bonjour. On m'entend? Oui. Bonjour. Donc en fait, moi, je viens de la Belgique, où au niveau de l'écologie, c'est des questions qui ne sont pas encore du tout, très peu développées au niveau de la production. Et donc, vous avez cité que vous avez mis en place le calculateur carbone et que la version britannique allait sortir. Et donc, je me demandais si vous étiez aussi en collaboration avec d'autres pays de l'Europe ou du monde pour discuter de ces questions-là de manière concrète. Voilà. Oui, alors justement, avec la Belgique, on échange beaucoup avec la Belgique, avec les différents territoires belges. Il y a différentes choses qui ont déjà été mises en place en Belgique, notamment avec le fonds Wallimage, qui a instauré un bonus pour les productions justement qui mettent en place une éco-production. Et aussi du côté flamand, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, au niveau du fonds de soutien aussi. Donc on échange beaucoup avec nos homologues européens aussi, du côté de l'Allemagne par exemple, où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. En Allemagne maintenant, il y a une sorte de standard commun en éco-production que les productions doivent suivre pour obtenir les aides publiques. Et donc on est toujours dans cet effort constant de faire en sorte que les différentes réglementations se répondent justement dans ce cadre d'éco-production, en fait, pour qu'on n'ait pas à demander 15 labels parce qu'on est en coproduction avec 15 pays différents. 15, c'est un peu exagéré, mais voilà. Donc, pour répondre à la question, oui, on collabore beaucoup avec d'autres pays et notamment le calculateur carbone est aussi utilisable, notamment en Belgique. Et on présentera aussi cet après-midi, pour ceux qui seront encore là, à 14h30, un partenariat qu'on a élaboré avec une société belge, justement, qui s'appelle The Green Shot, qui propose une solution pour simplifier, on va dire, la récolte des données pour le bilan carbone. Oui, une autre question dans le public. Bonjour. Oui, bonjour. Je travaille en région sud, je travaille à la commission régionale du film et en ce moment on a des discussions avec une partie des techniciens de la région qui nous parlent très fréquemment du surcoût engendré par les mesures à prendre. Est-ce qu'EcoProd là-dessus a un argumentaire à développer toute une série d'outils pour soit démontrer qu'il y a surcoût mais il y a aussi économie, voilà. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Parce que ça serait, à mon avis, un des grands facteurs de changement aussi. Alors, sur la question des surcoûts, qui est un peu
l'excuse préférée pour ne pas agir, je vais dire, et qui est réelle en plus. J'entends, je suis moi-même productrice, donc je sais ce que c'est, et en plus les budgets se réduisent. Donc, mais du coup, pour répondre à cette question, donc je parlais de l'étude, donc où là vraiment on a un grand focus sur cette question-là, où on regarde sur chaque production, est-ce que ça a engendré des surcoûts, sur quel poste ça a engendré des surcoûts, est-ce que c'est plutôt... J'ai l'impression que là, les premiers retours qu'on a, un des surcoûts, ça peut être le fait d'employer une personne en plus, donc un éco-référent par exemple, ou une éco-référente, parce qu'on a quand même plus de femmes qui font ce métier pour l'instant. Donc ça peut être un surcoût. Ça peut être aussi du temps de prépa supplémentaire, on en parlait tout à l'heure. Des surcoûts potentiellement liés aussi à des innovations à des produits plus éco-responsables. Par exemple, passer toute une cantine en bio, par exemple, ça peut engendrer des surcoûts. Voilà, donc il y a certains aspects où en effet on voit qu'il peut y avoir des surcoûts, mais en fait après quand on réfléchit et quand on se place vraiment dans une logique d'éco-production, enfin dans le sens vraiment de faire une production de manière responsable, en fait c'est se poser plein de questions sur comment est-ce qu'on réduit les transports, donc ça réduit les coûts, comment est-ce qu'on réduit les besoins en énergie, donc ça réduit les coûts aussi, réduire les achats neufs, ça réduit les coûts aussi, faire de la location ça coûte moins cher, acheter en seconde main ça coûte moins cher, revendre les choses derrière aussi, ça permet de refaire rentrer de l'argent. J'ai perdu le fil parce qu'il y a des gens qui font la fête à côté. Voilà, donc il y a aussi beaucoup d'éléments. Je parlais de la chiméra aussi tout à l'heure sur le fait de réduire les besoins en énergie, de se passer de groupes électrogènes qui leur a permis d'économiser 28 000 €. En fait, il y a plein de choses comme ça. Donc finalement, les premières impressions qu'on a, c'est que les surcoûts engendrés et les économies effectuées avec l'écoproduction, finalement, on arrive à une sorte de balance. Et donc, voilà. Après, en effet, peut-être que dans les premières années, l'écoproduction va représenter un petit surcoût parce que c'est aussi du temps supplémentaire pour pour apprendre toutes ces nouvelles pratiques. Mais je pense que dans le long terme, ça va permettre de maîtriser les coûts et notamment aussi dans des périodes d'inflation et de hausse des coûts de l'énergie et des matières premières. Alors, on a également des questions en ligne. Est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques que l'on peut extraire des 11 films du prix, sélectionnés pour le prix ? C'est-à-dire extraire qui reviennent régulièrement. Souvent. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais... Alors je pense que ce qui revient le plus souvent, c'est tout ce qui est lié à la restauration, parce que c'est vraiment quelque chose on parlait de l'artistique tout à l'heure, pour le coup, travailler sur la restauration, ça n'a aucun impact sur l'artistique. Au contraire, ça peut même motiver les équipes de leur proposer des bons repas. Donc beaucoup de productions qui mettent en place des repas entièrement végétariens pour l'équipe, des produits plus régionaux aussi. Ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent. Un travail sur la réduction des déchets aussi. On se rend compte qu'il y a aussi de plus en plus de productions. C'est marrant, on est passé de productions qui généraient beaucoup de déchets et qui ne triaient pas à des productions qui commençaient à trier un petit peu leurs déchets. Et maintenant, on a même des productions. On a un exemple du film québécois Simple comme Sylvain de Monia Chokri, où en fait, ils n'avaient pas de poubelles. Ils avaient uniquement des poubelles de recyclage. Et tout ce qui n'était pas recyclable, en fait, devait être apporté à l'équipe régie et était traité séparément. Mais c'était vraiment pour sensibiliser l'équipe à... En fait, un déchet, c'est une construction sociale en quelque sorte. On décide que quelque chose est un déchet, alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut soit réutiliser, soit au moins recycler. Et on a aussi de plus en plus de productions maintenant qui mettent en place des récupérations des biodéchets, qui est d'ailleurs quelque chose qui va devenir obligatoire en 2024 pour les entreprises et pour les particuliers, de trier ces biodéchets. Donc ça, c'est un peu les bonnes pratiques qui reviennent le plus régulièrement. Alors, attendez, il faut parler dans le micro. Il y a juste à côté de vous. Bonjour. Et les plus innovantes, du coup? Alors, les plus innovantes, sur l'énergie, on a certaines productions qui commencent à tester on parlait des groupes électrogènes, donc à tester des groupes électrogènes alternatifs.
soit des petits groupes qui fonctionnent avec des batteries. Il y en a certains aussi qui sont rechargeables avec l'énergie solaire, par exemple. On a aussi des productions, bon là pas dans ces exemples-là, mais qui ont testé des groupes hydrogène aussi. Donc là-dessus, il y a pas mal de choses qui sont testées. Au niveau de la post-production aussi, il y a des innovations au niveau de la post-production pour réduire les temps de rendu, par exemple, pour aussi récupérer la chaleur des serveurs pour derrière chauffer, par exemple, des bâtiments ou des piscines. Il y a une piscine à Paris qui est chauffée par cette technologie. Et puis... Une innovation dont vous parliez hier au Cannes Technique, c'est les murs LED. Donc, ces studios où on tourne devant des grands murs de panneaux LED. Et donc, c'est une technologie qui est encore assez récente. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir un aperçu précis de l'impact écologique, parce que des murs LED, il faut les construire, il faut les alimenter en énergie, c'est pas non plus neutre, mais ça permet quand même pour des productions, par exemple, d'éviter de voyager, de faire plutôt des prises de vue en studio, plutôt que d'aller tourner sur une plage en Afrique du Sud, par exemple, pour faire une pub de voiture. Donc ça, c'est quand même des choses qui commencent à se développer. Il y a une vraie aussi réflexion là-dessus sur... comment est-ce qu'on peut utiliser justement ces nouvelles technologies pour réduire l'impact. Et d'ailleurs, on en parlera à nouveau avec Quentin Jorquera le 25 lors des Cannes Techniques. Il y a une autre question en ligne. Est-il possible d'avoir en complément pendant la production et le tournage le bilan carbone en temps réel ? Oui, alors ce qui est demandé par le CNC, c'est de faire un bilan prévisionnel et un bilan final. Donc le bilan prévisionnel, c'est quelque chose qu'on fait au moment du devis de production, en prépa ou même avant en développement, pour avoir un peu un ordre d'idée de qu'est-ce qui va avoir un impact sur le tournage. Et le bilan final, donc comme son nom l'indique, on le fait à la fin. Mais en revanche, ce qui est possible avec le Carbon Clap ou avec d'autres outils comme par exemple The Green Shot ou d'autres applications aussi qui sont en train de se développer, c'est qu'on peut aussi demander à l'éco-référent, par exemple, tous les soirs, de rentrer les données de la journée et donc comme ça d'alimenter le bilan carbone toute la journée, tous les jours, et donc d'avoir l'impact aussi quotidien pour connaître l'impact des différentes décisions. Après, c'est pas forcément, voilà, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et qui vont évoluer dans les années qui viennent aussi. Exactement. Et justement, on en parlera un peu plus en détail cet après-midi. Alors, il y a deux autres questions dans le public. Bonjour. Il y a 12 ans, j'ai fait un long métrage et on a été une des premières productions et coproductions. Donc ça existe depuis longtemps, et surtout ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait des aides incitatives à l'écoproduction, notamment en région PACA, où je crois qu'on avait une subvention aux alentours de 50 000 euros. Ces aides ont disparu de toutes les régions, je trouve ça triste. L'investissement est ailleurs, de temps en temps elle est vécue par les productions, comme disait madame, sur des choses punitives, alors que je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Il faut positiver l'écoproduction, c'est hyper important. Faut former. Moi maintenant je suis devenu directeur d'une école de cinéma avec des étudiants qui ont carrément fait une association écoproduction et qui gèrent par eux-mêmes le label qu'ils ont, en tout cas les points, et sur les tournages qu'ils font, eh bien, ils ont un référent écoproduction SA, et s'ils ont le label, ils ont des points en plus sur leur jury. Donc rendre les choses positives, je crois qu'il faut les rendre à partir de la formation. Pareil sur des formations de techniciens, c'est important que les gens qui sont sur l'opératif prennent en charge l'écoproduction et que ce ne soit pas simplement une idée, enfin en tout cas une mise en place de la production, mais aussi des comportements, et on changera les comportements si on forme les gens à l'écoproduction, et la formation est fondamentale. D'ailleurs, j'ai vu que l'écoproduction était lauréat de France 2030, avec qui nous sommes partenaires à l'ESRA, et j'espère qu'on va pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Dernière remarque
qui est un peu provocatrice, mais est-ce qu'on a le bilan carbone du Festival de Cannes? Voilà, parce que moi je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire que je viens là du petit déjeuner de la FICAM, on parle du développement durable, hier la ministre parle aussi de développement durable, ici on parle de développement durable, mais alors le bilan carbone du Festival de Cannes, c'est une catastrophe, quoi. C'est catastrophique, quoi, en termes de déplacement, d'avions, de déchets, voilà. Alors peut-être que puisqu'on est là, on peut s'interroger là-dessus individuellement et collectivement et voir est-ce que d'ailleurs EcoProd fait partie du conseil d'administration du Festival de Cannes. Ça serait déjà une très bonne idée, une bonne résolution et j'allais dire une invitation intéressante de la part du Festival de Cannes. Que font les sélections aussi autour de l'éco-production? Pas grand-chose pour le moment, à part passer des films qui sont labellisés et qui vont obtenir le prix éco-production. Mais enfin, en même temps, là aussi, je crois qu'on doit intervenir en tout cas, inciter et former toutes les sélections à cette prise de conscience. Voilà. Et vraiment, hier soir, je rentrais à mon appartement et il y avait des poubelles partout. Enfin, c'était horrible, quoi. Et je me suis dit ce matin, je ne peux pas m'empêcher de dire, ouais, d'accord, soyons responsables, mais soyons responsables aujourd'hui, maintenant, avec le festival. Alors, beaucoup de choses. On a un hélicoptère qui passe au-dessus de notre tête. Je pense que c'est un bon symbole de ce qu'on vient de dire. Avant de parler du Festival de Cannes, juste pour revenir sur les bonus, il y a quand même encore des bonus qui existent en France. Il y a un bonus en région Île-de-France pour un éco-bonus et en Corse aussi. Et au-delà de ça, je parlais tout à l'heure de Wallimage qui propose aussi un éco-bonus. On a là récemment aussi un bonus qui a été instauré en Autriche, qui est en fait un bonus sur le crédit d'impôt. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui pourrait être intéressant pour la France aussi, en fait, d'inciter aussi les productions qui viennent tourner en France, en fait, à mettre en place aussi, à venir en France aussi en respectant la démarche d'éco-production et les droits sociaux, évidemment, ça va ensemble. Donc il y a quand même encore des éco-bonus et on discute aussi avec différentes institutions et partenaires sur ce sujet-là. Et moi, je suis entièrement pour les éco-bonus et je pense qu'il faut absolument être dans le positif et soutenir les productions qui veulent faire des démarches pour réduire leur impact. En revanche, moi, je pense qu'aussi l'éco-production devrait devenir en fait la norme générale de la production. En fait, j'espère que dans quelques années, on parlera plus d'éco-production, juste la manière dont on produira les films sera éco-responsable. C'est peut-être un peu utopiste, mais en tout cas, voilà, j'espère que c'est vers là qu'on va. Et donc, on sera plus sur des idées d'éco-bonus, mais plus de, en fait, si vous tournez pas de manière éco-responsable, juste vous avez plus les aides. Ça peut aussi voilà, dans un futur plus ou moins proche, quelque chose vers lequel on se dirige, parce que tout simplement, on peut plus permettre de faire n'importe quoi, tout simplement. Et en parlant de faire n'importe quoi, oui, le bilan carbone du Festival de Cannes est évidemment très important. J'ai pas le chiffre en tête, je sais qu'ils ont fait leur bilan carbone, là ça fait plusieurs années qu'ils le font. Et qui font ce qu'on appelle de la compensation carbone, c'est-à-dire qu'ils font le bilan carbone du festival et ensuite derrière ils soutiennent des projets par exemple de reforestation pour capter l'équivalent du carbone qui a été émis pour le festival. C'est un mécanisme qui n'est pas c'est pas de la magie, c'est-à-dire que par exemple quand on fait un vol entre Paris et New York, c'est 1 tonne de CO2. Pour compenser cette tonne de CO2, il faut planter au minimum 5 arbres et il faut que ces arbres arrivent à maturité, c'est-à-dire qu'ils survivent pendant 50 à 70 ans pour capter juste l'impact de ce petit vol Paris-New York. Donc vous imaginez le nombre de vols Paris-New York qu'il y a pour venir au Festival de Cannes, ça fait beaucoup d'arbres à planter pendant très longtemps. Donc la compensation carbone, c'est quelque chose qui vient à la fin d'une démarche de réduction d'impact carbone.
Voilà. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau du Festival de Cannes sur certains aspects pour limiter aussi les déchets. Mais c'est sûr qu'un festival international, ça, voilà, on a des gens qui viennent du monde entier. C'est aussi le principe même du festival. Donc il y a un gros challenge aussi pour le festival de prendre en main cette question-là. Et aussi là, on est entouré de moquettes roses. Il a plu toute la semaine. Elle est totalement trempée. On se dégueulasse tous nos chaussures. Et en plus, ça n'a aucun sens écologique. Toute cette moquette, on va devoir la jeter. Donc oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau du Festival de Cannes et aussi au niveau des films qui sont présentés, que ce soit pour l'éco-production ou pour d'autres sujets comme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dont on parlera au Cannes Technique avec l'AFDAS qui sera là pour présenter des formations pour l'éco-production et les VHSS. Une dernière question, alors, et après on poursuivra la discussion après. On va devoir couper le live. J'avais une question concernant les coûts de la formation et savoir s'il y avait des subventions qui pouvaient participer. Alors les formations ont différents coûts, donc je ne vais pas tous les citer, c'est tout bien précisé sur le site. Et les formations sont éligibles aux différents mécanismes, notamment à l'AFDAS et au compte formation. Donc notamment les formations qu'on fait avec la CST, qui sont les formations courtes, qu'on appelle le cycle transition écologique, sont prises en charge à 100% par l'AFDAS et sans délai de carence. C'est-à-dire que si vous êtes intermittent, normalement vous avez droit à un certain nombre de formations sur une certaine durée. Et si vous faites les formations à l'éco-production, elles sont en quelque sorte neutres sur votre plan de formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et on remercie l'AFDAS d'ailleurs d'avoir mis en place ce mécanisme parce que ça incite vraiment aussi les personnes à s'inscrire à ces formations. Et sur les formations certifiantes aussi, elles sont prises en charge assez facilement par l'AFDAS et par le compte CPF et bientôt par Pôle emploi, j'espère. Donc le 24 mai, Jacques Aubert viendra en parler et il expliquera tout ça très en détail. On va s'arrêter là, on poursuivra la discussion tout à l'heure et puis on a le plaisir d'avoir le prix EcoProd qui va être décerné dans quelques instants. Merci beaucoup Alissa, merci à vous de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous demain avec Anne Gibourg qui nous parlera de son travail en tant que monteuse son sur le film Jeanne du Barry de Maïwenn. Merci à tous. Merci.